Bonjour à tous, donc on va continuer cette réflexion et ce travail sur la perversion et plus précisément dans ce volet qui est donc le volet 2 de ce travail, c'est comment est-ce que on fait pour être gouverné par l'honnêteté, par la vérité, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour être gouverné par des choses qui permettent de construire et non être gouverné comme c'est le cas actuellement sur Terre. Presque tous les gouvernants sont des pervers, sont des narcissiques, sont des psychopathes qui organisent la destruction dans un environnement qui, si tu prends le temps de regarder, la Terre fondamentalement est un jardin. C'est un endroit incroyablement beau. Partout c'est beau, les déserts sont magnifiques, les forêts sont magnifiques, les plages sont magnifiques, les montagnes sont magnifiques, tout est beau, tout est riche. Il y a la richesse partout dans la Terre, il y a la richesse partout à la surface de la Terre, l'air autour de nous est superbe, le ciel est bleu, etc. Voilà, donc il y a une organisation, il y a des êtres qui organisent le chaos au milieu de ce jardin. Et je pense qu'une des manières de comprendre cela, c'est de regarder la question de la perversion narcissique, qui est un terme psychologique, mais je pense que ça peut être repris dans la compréhension de la sagesse parce que ça apporte réellement quelque chose. Dans le premier volume, j'avais amené ce parallélisme entre perversion, narcissisme et vampirisme. Et ici, je voudrais prendre un exemple pour regarder plus précisément les logiques de gouvernance de cet être, de cette vision du monde. Donc, je vous mettrai en description une vidéo très intéressante d'actualité qui vient d'une chaîne qui s'appelle Le Canard Réfractaire et donc qui a fait une vidéo sur le premier ministre israélien. Je pense que c'est tout à fait intéressant. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Je ne veux pas forcément pointer ce gars-là, mais ça permet en tout cas de comprendre les logiques de manipulation, les logiques de double langage, de duplicité, les logiques de division. Voilà, comment ces choses-là se mettent en place, comment est-ce que ces choses-là entrent ensuite dans les médias et deviennent une éducation pour la population, pour des millions de personnes qui vont être infusées d'une certaine communication, mais cette communication ne contient pas de vérité. Cette communication contient juste un point de vue spécifique visant à aller vers la guerre, visant à aller vers le chaos. Et il n'y a pas de bénéfice pour les populations, il y a un bénéfice pour certains êtres qui sont des êtres cachés, qui sont des êtres subtils, mais il n'y a pas de bénéfice pour les humains. Alors, donc, le personnage en question, c'est donc Benjamin Netanyahu, pardon, je le prononce à peu près. Donc, qu'est-ce qu'on voit peut-être regarder cette vidéo, je vous mets le lien, parce que si vous avez déjà un point de vue, si vous vous êtes déjà fait influencer, vous allez penser que j'exagère. Mais, pardon, il faut toujours se renseigner, il faut prendre de multiples sources d'informations et il faut toujours évaluer vers quoi va l'information qu'on nous donne. Est-ce que l'information qu'on nous donne, elle est saturée d'affect, par exemple? Est-ce que c'est une information qui vise tout de suite à te mettre en mouvement? Est-ce que c'est une information qui vise à ce que tu t'assoies, à ce que tu étudies? Est-ce que c'est une information qui cherche à ce que tu te poses? Est-ce que c'est une information qui cherche à ce que tu sois un être de clarté ou est-ce que c'est une information qui cherche à obtenir très rapidement ton consentement pour que tu donnes ton soutien, mais en fait, on ne va pas trop t'en dire. Voilà, il faut toujours évaluer ces choses-là. Il ne faut pas forcément regarder l'information en elle-même, mais il faut être dans cette vision ésotériste typiquement issue de la tradition de la sagesse. C'est je regarde qu'est-ce qui est derrière. Je regarde toujours l'intention. Moi, par exemple, quand on me parle, quand on m'écrit un mail, etc., je me demande quelle est l'intention. Quelle est l'intention et, et c'est beaucoup plus important que de chercher réellement à savoir ce qu'a dit la personne. Bien sûr, on peut s'intéresser au premier niveau, mais l'intention est beaucoup plus importante. Si tu es un dévot, si tu te tournes vers Dieu, c'est toujours ton intention qui va être évaluée. La clarté de ce que tu amènes, la profondeur de ce que tu amènes, qu'est-ce qui est derrière ce que tu prononces. Donc, quand on veut avoir une vision des mondes subtils, on est toujours tourné vers l'intention, toujours tourné vers
qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est à l'origine de ce qui apparaît dans le monde, qu'est-ce qui est à l'origine de la parole. Moi, par exemple, ici, je parle, et l'origine de ce que je prononce ici, dans l'apparence, je parle voilà, de ce fait d'actualité, je parle de la perversion narcissique, je parle du gouvernement sur la perversion narcissique, ces êtres-là, mais l'intention derrière, c'est de donner la parole à la sagesse immortelle et de permettre que ces choses existent et aient une force, une consistance, une réalité sur la Terre. Parce que s'il n'y a pas de conscience, ces choses n'existent pas. Alors, avançons donc dans cette vidéo, j'ai plusieurs points à vous présenter. Donc, il y a actuellement sur la Terre des gouvernements qui sont basés sur le mensonge. Si on voulait être un courant, si on voulait avoir la paix sur la Terre et vivre dans un jardin de fleurs, dans un jardin avec des arbres fruitiers, avec des rivières, si on voulait cet environnement qui existe mais que nous détruisons, il faudrait avoir un gouvernement basé sur la vérité. Actuellement, ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'on a actuellement des gouvernements qui sont constamment basés sur le mensonge? Alors, je vais vous proposer quelques hypothèses sur cela. Pourquoi est-ce que on a des démocraties plus ou moins réelles, mais quand même, on a des démocraties. Et les personnes qui sont élues sont majoritairement des personnes inaptes à exercer la fonction, c'est-à-dire dans le sens ces personnes sont inaptes à apporter le bien-être et le développement, l'épanouissement au peuple. Comment est-ce que c'est possible que les populations, dans un processus libre ou plus ou moins libre, vont constamment choisir des personnes qui vont en réalité travailler contre elles-mêmes, contre leurs propres intérêts? Alors, je pense qu'une manière de comprendre cela, c'est d'entrer dans la vision de la loi des affinités. Quand tu choisis quelqu'un, quand tu regardes quelqu'un, tu te dis que cette personne est bien si cette personne utilise fondamentalement les mêmes esprits, les mêmes mémoires, voilà, esprit, génie, égrégore, les mêmes intelligences globales que toi. Il y a cette idée que l'autre est bien. Donc, si tu es quelqu'un qui a l'habitude un peu de mentir, un peu de manipuler, pas forcément dans de grandes proportions, pas forcément autant qu'un pervers narcissique, mais si c'est quelque chose que tu fais, disons, un peu de manière insignifiante, voilà, tu mens un petit peu. Par exemple, je pense à quelqu'un, il mentait à ses enfants. C'était un peu ridicule de mon point de vue, un peu inutile, mais il lui disait, par exemple, attention, le loup va venir, etc. Et bien sûr, c'est faux, il n'y avait pas de loup. Et il disait ça pour obtenir quelque chose. Voilà, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont mentir à leur mari, mentir à leur épouse, et qui vont faire des espèces de petites manipulations un peu minables, mais afin d'obtenir quelque chose, et parce que ces personnes ne savent pas forcément comment faire pour aller vers l'objectif, pour aller vers un certain objectif, et être dans la droiture. Parce que peut-être que cet objectif n'est pas clair, peut-être que cet objectif n'est pas droit. Donc il y a, et moi j'ai rencontré énormément de personnes qui sont des petits menteurs occasionnels, des petits manipulateurs occasionnels, et puis qui vont avoir des discours un peu biaisés, peut-être qu'ils ont un peu quelques failles narcissiques, qu'ils ont un peu des failles au niveau de leurs sentiments, qu'ils ont des angoisses, du coup ils cherchent à cacher ces choses. Toutes ces choses existent sur le plan psychologique. Et toutes ces choses, dès que tu as besoin un peu de cacher quelque chose, un peu d'ajuster ton apparence, de cacher un peu ta médiocrité, cacher que tu es quand même un peu lâche, cacher que tu as peur de telle et telle chose, mais tu ne veux pas vraiment l'avouer, et tu ne veux pas l'avouer parce que tu ne veux pas travailler sur ça, tu ne veux pas te dépasser. Donc, si ces choses existent en toi, alors quand tu regardes un autre, que tu regardes cet autre qui se présente en politique et qu'il utilise les mêmes êtres, qu'il est un peu un manipulateur ou voire un grand manipulateur, par affinité, sans que ces choses soient réellement verbalisées, sans que ces choses soient réellement conscientes, mais par affinité, de manière opaque,
tu te dis c'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est quelqu'un de bien. Donc, si 80% de la population d'un pays a tendance un peu à manipuler, un peu à déformer la réalité pour des intérêts plus ou moins minables, plus ou moins pas grand-chose. Des fois, c'est vraiment des tout petits intérêts. Moi, j'ai vu des personnes mentir sur des choses, mais vraiment, euh, moi, je ne comprends pas en réalité. C'était vraiment s'embarquer. Voilà, c'est aller voler un bœuf pour avoir un. C'est faire, je ne sais pas comment le dire, mais c'est-à-dire que quand tu mens, tu enclenches une alliance avec des mondes faux. Et tu enclenches une alliance avec des mondes faux que tu ne sais pas forcément comment tu vas pouvoir revenir dessus, comment tu vas pouvoir te libérer de ça par la suite. C'est-à-dire que c'est quand même une grosse implication, ça t'engage quand même dans ta destinée, ça pose quand même que tu es un être qui est en affinité avec des mondes faux, et que par conséquent, tu vas être coupé de ton âme, que tu vas être coupé des mondes vrais, tu vas être coupé de ce qui est immuable, de ce qui est éternel. Si tu mens, tu annonces à tous les mondes subtils qui sont autour de toi que tu es un être qui défend des petites choses du monde mortel le plus souvent, parce que de toute façon tu n'as pas besoin de mentir pour aller vers Dieu. Donc si tu mens, c'est forcément que tu mens pour défendre des choses du monde mortel. Donc tu annonces cela, et par conséquent tout autour de toi, toute ta destinée va aller vers le fait de s'organiser en fonction de cela. Tu es, euh, tu es noté dans les mondes subtils, tu es noté comme un être faux. Donc, quand tu choisis quelqu'un pour te représenter, eh bien, par affinité, de manière opaque et inconsciente, tu choisis quelqu'un qui est comme ça. Donc, je pense que c'est déjà une manière de comprendre pourquoi il y a presque systématiquement des gouvernants qui sont des menteurs, qui sont des manipulateurs, qui sont des narcissiques. Je pense que l'actuel président français, mais Barack Obama était probablement un narcissique aussi, hein, ce côté très propre, ce côté j'ai tout compris, je suis... voilà. C'est une vision narcissique du monde, c'est une manifestation narcissique du monde, et ce n'est pas la manifestation de la sagesse, bien sûr. Je développerai ces choses-là dans un prochain volume. Donc, voilà, c'est la question des affinités. Si le peuple n'est pas éduqué dans la droiture, si le peuple n'est pas éduqué dans la nécessité impérieuse d'être vrai, il vaut mieux, si tu veux aller vers la sagesse, si tu veux aller vers Dieu, si tu veux être un être d'immortalité, un être qui vit avec l'âme immortelle, il vaut mieux être médiocre et droit, c'est-à-dire avoir l'air, être par exemple je ne sais pas moi, par exemple, quel défaut on pourrait trouver. Être menteur, voilà, tiens, carrément, allons-y. Il vaut mieux être menteur et dire, voilà, je suis menteur, j'ai menti à tel moment, à tel endroit, pour telle chose, et du coup être vrai. Il vaut mieux cela que cacher. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est compréhensible. Si tu veux aller vers Dieu, tu dois être vrai. Si tu ne veux pas aller vers Dieu, mens, effectivement. Mais du coup, tu seras dirigé par des menteurs, et les menteurs vont organiser tout un monde pour toi et tu en seras victime. Donc c'est une première compréhension de la situation actuelle, de pourquoi est-ce qu'on est constamment gouverné par des menteurs, pourquoi ces êtres atteignent le pouvoir. Alors, je voulais maintenant amener cette idée qui est vraiment dans la continuité de ce que je viens de dire, de ces gouvernants qui utilisent constamment le double langage, qui utilisent constamment la duplicité, qui vont annoncer quelque chose, qui vont parler à un groupe par exemple, et ils vont être attentifs à dire ce que ce groupe a besoin d'entendre, qui vont parler à une personne, qui vont se demander qu'est-ce que... C'est vraiment une vision politique du monde, c'est une vision de sorcellerie, un peu de toujours essayer de prendre, de capter quel est l'intérêt d'un être, de lui dire je peux te le donner, et de proposer un échange. Voilà, par exemple, tu veux des tomates, j'ai des tomates, c'est pas la question d'avoir ou pas des tomates, c'est je te dis que j'ai ce que tu cherches et je te demande un échange. Je te donnerai des tomates, mais avant, donne-moi ta force, donne-moi ton âme, donne-moi du temps, donne-moi tes oreilles, écoute-moi, donne-moi ta conscience, donne-moi ta vie intérieure, et je te donnerai en échange ce que tu veux. En réalité, je ne l'ai pas.
Donc on est vraiment dans la manipulation. Et donc l'homme politique, il est dans ça tout le temps parce qu'il veut atteindre un objectif, son objectif. Tu n'as pas forcément toi d'intérêt dans son objectif. Mais lui, il veut te faire rentrer dans son courant, il veut te faire rentrer dans sa vision. Et donc il va toujours te dire, j'ai ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux, je te dirai que je l'ai et tu feras ce que je te dis. Voilà. À l'opposé, bien sûr, si on veut construire sur la Terre, je veux amener ces deux visions qui sont vraiment profondément antagonistes. Si on veut amener sur la Terre des gouvernements de paix, on a devant nous des êtres dans la franchise. Voilà, c'est vraiment intéressant de prononcer ça quand on est en France et qu'on est comme moi né français, parce que la France, les Français, c'est un mot qui a été construit sur une vertu angélique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays, peut-être dites-le moi si vous connaissez d'autres pays qui ont la chance d'avoir leur nom construit sur une vertu angélique. Voilà, où est le pays de la bonté, où est le pays de l'amour, où est le pays de la sagesse. Nous, on a ici le pays de la franchise. C'est quand même merveilleux. Les francs, les droits, ceux qui sont droits, ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont directs. Qu'est-ce que c'est être français? C'est être direct. Je suis devant toi et tel que je suis devant toi, exactement je suis. Il n'y a pas de différence entre ce que tu vois de moi et ce que je suis. Je suis droit, je suis franc, je suis immédiat. Il y a une immédiateté, il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de distorsion. Voilà, c'est vraiment... Mais j'adore, franchement, il y a... Je ne sais pas ce qui reste de franchise actuellement en France, mais c'est quand même une base, mais splendide. On pourrait se lancer dans un nationalisme de la franchise, ce serait magnifique. On pourrait créer le parti des francs. Voilà, on est francs, on est droit. Et on veut gouverner avec ça. Ce serait tout à fait magnifique. Ce serait une très belle écriture pour ce pays et pour n'importe quel autre pays d'ailleurs. Voilà, la franchise. Si on veut construire un gouvernement de paix, il faut forcément être dans quelque chose de droit, dans quelque chose d'immédiat. Alors, une autre idée que je voulais amener ici, c'est la différence. Donc il y a ce côté des gouvernements du chaos, si on peut dire, et ce côté des gouvernements de l'éveil, de l'évolution. C'est-à-dire que le gouvernement du chaos, lui, son intérêt, c'est la manipulation des masses. Pour lui, le peuple est une masse. C'est une masse informe qui doit être canalisée afin c'est une vision du jardinage, mais vraiment dans le pire sens du terme. C'est que le peuple est une sorte de tas de compost, plus ou moins en putréfaction, et le gouvernement se demande comment contenir cela, comment orienter cela pour ses intérêts étroits, des intérêts personnels. Ce ne sont pas du tout des intérêts universels. Ce sont des intérêts étroits, des intérêts les intérêts du narcissique, c'est toujours de stabiliser sa vie intérieure sans jamais se remettre en question. Donc, pour cela, il faut obtenir le contrôle sur le monde extérieur. Parce que si tu n'as pas le contrôle sur le monde extérieur et que le monde extérieur vient te remettre en question, vient te bousculer, alors le narcissique déteste ça. Il y a plein d'êtres qui sont intéressés. Moi, par exemple, je regarde le monde extérieur et je me demande ce que le monde extérieur m'apprend sur moi, sur ma propre vie intérieure. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce qu'il y a des signes qui m'orientent? Est-ce que je dois modifier des choses? Je regarde le monde extérieur comme un révélateur de ce que je peux être, de ce que je dois devenir, et je m'interroge, est-ce qu'il y a un message divin dans le monde extérieur? Est-ce que Dieu me parle à travers certaines choses? Voilà, je suis dans cette interrogation-là. Le narcissique, il n'est pas du tout là-dedans. Le narcissique, surtout le pervers narcissique, sa vie intérieure est intouchable. Elle est c'est comme un cauchemar. Sa vie intérieure est comme un cauchemar. Et il doit forcément le masquer. Et la solution psychologique, on est vraiment sur une vision psychologique là, la solution que cet être trouve pour ne jamais toucher à sa vie intérieure, c'est de contrôler le monde extérieur. Parce qu'il ne veut pas que le monde extérieur vienne le remettre en question, donc il lui faut un contrôle absolu sur le monde extérieur. Donc la politique, bien sûr,
être patron, être dirigeant, tout ça, c'est vraiment son rayon, c'est vraiment son domaine. Et il a un besoin viscéral de contrôler le monde extérieur, de dominer le monde extérieur. Donc il a besoin d'obtenir la mainmise complète et de manipuler le peuple, de manipuler ses employés, de manipuler si c'est un père de famille, une mère de famille, c'est pareil. Il faut que je puisse manipuler mes enfants, que je puisse manipuler mon conjoint. Il faut que tout soit sous contrôle. Il faut que mon mari dise ça à telle heure parce que j'en ai besoin, parce que je veux. Mais c'est opaque. C'est pas que c'est verbalisé, c'est pas que c'est conscient. C'est opaque. C'est une succession de réactions. On est dans une succession de réactions. Voilà. À l'inverse, le dirigeant qui dirige dans la sagesse, il amène toujours l'éducation du peuple. C'est vraiment l'inverse. Tu as une logique qui va toujours vers la compression, l'écrasement, le fait de bâillonner, voilà, de mettre des masques. On voit que ces mondes sont puissants actuellement. Et les peuples ne sont pas forcément dans l'opposition. Les peuples peuvent être dans une certaine sympathie avec le fait qu'on les oppresse, parce qu'ils y trouvent un certain confort. C'est assez étrange, mais ils y trouvent un certain confort. Mais il y a cet autre courant, cet autre mouvement qui actuellement ne règne pas sur la terre, mais qui est l'éducation du peuple. Qu'est-ce que c'est l'éducation du peuple? C'est que toujours tu rappelles au peuple, c'est-à-dire à chacun individuellement, vous êtes des individus, vous devez aller vers l'éveil, vous êtes des âmes immortelles, ne soyez pas des corps, etc. Et tu amènes l'enseignement de la tradition immortelle de la sagesse dans la forme actuelle. Il a été retransmis par le prophète Olivier et il est vivant actuellement. Voilà, mais il a été vivant à plein d'autres époques. Et, euh, et bien sûr, cet enseignement pourrait régner sur la terre. Mais il faut que le peuple le veuille. Un prophète, un envoyé de Dieu ne peut pas prendre le pouvoir. Il faut que ça lui soit donné. Il faut que le peuple décide de s'éveiller et de donner le pouvoir à Jésus, de donner le pouvoir au prophète Mohammed, de donner le pouvoir à Moïse, à Zoroastre, etc. Il faut que ce soit le peuple qui le fasse. Le prophète ne va pas monter une armée pour prendre le pouvoir au nom de Dieu et libérer les êtres. C'est totalement antagoniste. Ce n'est pas possible. Tu ne prends pas le pouvoir par les armes, par la manipulation, pour libérer les êtres. Non, il faut que ce soit les êtres qui se mettent en mouvement. Pardon. Alors, voilà, c'était donc ce point-là. Alors, je voulais vous parler aussi de cette logique. C'est important d'apprendre à identifier ces choses. C'est qu'on a, et ça, tu peux le regarder dans n'importe quel groupe. Je ne sais pas, moi, si tu fais partie du club d'échecs. Tiens, je prends cet exemple-là parce que les échecs, la vision qui est contenue dans le jeu des échecs, c'est une vision qui est vraiment cette vision de manipuler, de dominer. Et puis tu as toujours les pions. Voilà, les pions, c'est le peuple évidemment. Hein. On sacrifie les pions. Ce qui se passe actuellement en Israël et en Palestine, on est complètement là-dedans. On sacrifie des pions pour, euh, pour que le roi, pour que la reine, pour que les puissants atteignent leur objectif. Mais cet objectif n'est pas un objectif de sagesse, ce n'est pas un objectif de libération, c'est un objectif de chaos, de domination, c'est une noirceur. Mais si tu regardes, si tu étudies vraiment ce qui s'est passé et que tu ne t'arrêtes pas à ce qui est annoncé par les médias prostitués, franchement, je ne sais pas comment il faut les appeler, les médias vendus, les médias lâches, qui sont toujours en train de prononcer la parole des puissants pour obtenir des cacahuètes. Donc si tu regardes vraiment, que tu cherches vraiment quelle est l'origine de ce qui se passe, là tu vas t'apercevoir que on a tout ce courant de détruire des pions, de jeter des pions, de jeter des individus dans des fosses, de faire des sacrifices pour obtenir ensuite des choses qui en fait n'ont pas d'intérêt ou qui ont un intérêt égoïste, étroit et qui fondamentalement sont de la destruction. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire juste avant,
Si tu es dans un groupe, par exemple, que tu es au club d'échecs, que tu es au club de ping-pong, que tu es au club de pétanque, etc., tu peux regarder comment ça s'organise. Il y a toujours, va y avoir un moment, il y a des décisions à prendre et tu t'aperçois qu'il y a des êtres qui amènent euh, la division, qui amènent la destruction. Voilà, tu peux regarder, ça arrive. Tu peux les regarder, tu peux les identifier. Tu peux écouter la musique, tu peux écouter l'émanation de leurs paroles, tu peux écouter pas ce qu'ils disent évidemment, mais au-delà de ce qu'ils disent, parce qu'ils peuvent parler d'union, ils peuvent parler de paix, ils peuvent dire il faut qu'on soit tous ensemble. Mais regarde, parce que derrière, ils amènent la division. Il faut toujours écouter derrière. Il ne faut pas écouter la surface. Il ne faut pas croire ce que disent les gens, il faut croire l'intention, il faut croire l'être qui les anime. Parce que ça, c'est vrai. Mais tu as des êtres, ils disent soyons ensemble, et ils font tout pour t'exclure. Voilà, moi j'en connais. Il y en a beaucoup en réalité. Donc, il y a ce courant-là qui existe dans tous les groupes. Dans tous les groupes, il y a des êtres qui viennent, qui annoncent quelque chose et qui en réalité amènent la division et la destruction. Et bien sûr, ces choses-là existent au niveau politique et ces êtres-là parviennent à prendre le pouvoir très souvent parce qu'il y a cette naïveté, il y a toute cette problématique des affinités dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et à l'inverse, il y a tout ce courant. Donc si tu veux un gouvernement, si tu veux un royaume, si tu veux un État qui te mène vers l'épanouissement et la sagesse, il te faut des individus qui vont conduire tout vers l'universalité et la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment en quelques mots, parce que ce sont des gros sujets, mais qu'est-ce que ça veut dire de tout conduire vers l'universalité et la paix? Eh bien, ça veut dire que quand tu regardes un être, tu te dis, avant même de le connaître, avant même qu'il ait ouvert la bouche, tu te dis, cet être-là, il a une raison d'être et il va apporter quelque chose. Mais il faut trouver quoi? Il faut lui demander quoi? Il faut se questionner. Euh, un être, il porte quelque chose de spécifique, il porte un rayon divin, il porte quelque chose de vrai. Et il faut lui permettre de devenir cela, il faut lui permettre d'amener cela, et il faut lui permettre d'être la pièce du puzzle manquante. Et si on constituait des sociétés avec cette vision-là, c'est-à-dire que, par exemple, actuellement, il y a des partis politiques qui s'opposent. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment... moi, je regarde ça, mais franchement, je trouve ça d'un ridicule spectaculaire. Mais vraiment, je pense que des enfants de 3 ans dans une cour d'école ont plus de bon sens et de sagesse que les élus qui sont dans les parlements et les assemblées, franchement. Franchement, je vous assure, on demanderait à des enfants de 3 ans de résoudre les problèmes de l'État, on aurait plus de chances qu'ils prononcent des solutions viables que ces êtres qui ne pensent qu'à amener la discorde en essayant de faire valoir leur point de vue sans jamais défendre l'universalité, sans jamais défendre le bien commun. C'est toujours moi, 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 et toujours en amenant la division, ça n'a aucun sens. C'est d'un ridicule. Franchement, je ne sais même pas ce qu'il faut en dire tellement c'est bête. Euh, donc, donc, qu'est-ce que ce serait l'universalité? Ben, c'est pas compliqué, tu prends les mêmes. Vraiment, tu prends les mêmes, tous les mêmes, et tu leur dis voilà, maintenant, on va pas faire le vote pour savoir qui a raison. Euh, on va faire en sorte que euh, quand vous aurez trouvé l'alliance entre vous, quand vous aurez trouvé la synthèse de tous vos points de vue, alors ce sera l'universalité. C'est-à-dire qu'il y a des êtres, par exemple, qui sont d'extrême droite, qui disent il faut exclure, il faut machin. On va essayer de voir quelle est la partie universelle de leur discours, parce qu'il y a une partie universelle. Il ne faut pas croire que les êtres défendent un point de vue et que ça ne correspond à rien. Si le point de vue existe, c'est que ça correspond à quelque chose. Il faut en extraire la partie. Là, il y a une semence de sagesse dans tous les êtres, dans tous les points de vue, il y a une semence de sagesse. Il faut apprendre à voir laquelle elle est, comment elle s'imbrique, comment elle participe au grand puzzle de l'universalité. Et tu fais ça pour tous les points de vue.
la gauche, le communisme, le PS, là je sais pas comment ils s'appellent, n'importe lesquels, les néolibéraux, les grands fanatiques du contrôle, voilà, tous. Et tu les laisses ensemble, et bien sûr, il faudrait quand même il faudrait qu'ils soient éduqués autrement en réalité. Actuellement, ils n'ont pas les moyens de faire cela. Mais c'est une vision, c'est-à-dire que il n'y a pas réellement des choses à exclure. L'idée d'exclure, elle est contraire à l'universalité. Le monde tel qu'il a été conçu est une perfection. Si tu essayes d'enlever quelque chose du monde, tu vas le mettre dans le déséquilibre. Si tu essayes d'enlever quelque chose, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est que tu n'as pas vu l'universalité, c'est que tu n'as pas vu la profondeur du mystère. Si tu crois que tu peux enlever quelque chose, c'est que tu crois que ton point de vue est bon, mais ton point de vue n'est pas bon, tu n'es pas Dieu. Tu as un point de vue partiel, tu as un point de vue valable, mais ce n'est pas un point de vue éternel et universel. Donc tu dois trouver un moyen de t'élever, de t'élargir. Et bien sûr, c'est la question du cœur, c'est la question des sentiments, c'est la question d'être plus grand que soi, c'est la question de ne pas être enfermé dans un point de vue. Et bien sûr, c'est une éducation. On ne peut pas obtenir ça en quelques minutes avec des êtres éduqués dans la compétition, éduqués et même bien souvent structurés de manière narcissique. Tu ne peux pas. C'est trop loin. Ces choses se construisent sur des années par une éducation et même au-delà d'une éducation sur plusieurs générations. La bêtise qu'on a actuellement, c'est des générations de bêtises. Si on voulait construire aujourd'hui une civilisation de paix, il faudrait plusieurs générations successives avec une éducation cohérente qui progresse vers la sagesse. Alors, je vois qu'on est déjà à 30 minutes. Alors, je voulais amener un dernier point dans cette vidéo. C'est la question des prisons. Alors, maintenant que je viens de dire on n'exclut personne, c'est intéressant d'amener cette question des prisons. Qu'est-ce que c'est qu'une prison? Donc il y a de la même manière plusieurs visions, mais deux visions principales. Tu as la vision, disons la vision matérialiste, la vision superficielle, la vision qui va toujours aller vers l'augmentation de la haine, qui dit cet être a fauté, donc on va l'enfermer avec plein d'autres personnes qui ont également fauté, qui ont commis l'offense, qui ont transgressé la loi, on va les enfermer ensemble. Et, et c'est ridicule, franchement c'est ridicule. Et il va comprendre, il va regretter, il va expier, et dans quelques années, il se dira je ne le ferai plus. Ça, c'est d'une débilité sans faille, ça n'a vraiment aucun sens, ça ne fonctionnera jamais. Moi ce que je crois, c'est que ce système carcéral appartient vraiment à la lignée des ténèbres, vraiment à la vision des ténèbres, et est une manière, est un incubateur, est comment on dirait, incubateur, je pense que c'est pas mal, mais c'est comme une façon de propager la haine, d'augmenter la haine, ça a déjà été largement dit par plein de personnes, je pense même à certains films qui ont bien montré cela, c'est que tu as un individu qui rentre, qui arrive en prison, il est il est un peu perturbé, mais bon, c'était pas encore désespéré, et tu le laisses là-dedans un certain nombre d'années, et vraiment il se forme, et vraiment il devient un représentant des ténèbres, et vraiment il devient fort, et il va absorber au contact des autres, il va absorber tous les esprits, il va vraiment devenir un maître sombre, il va vraiment se former, mais dans cette orientation sombre. Donc, il y a cette vision qui règne actuellement. Je ne pense pas, en tout cas, je n'ai toujours pas entendu dire, et on ne m'a pas rapporté qu'il y a un seul pays sur Terre qui a eu la bonne idée de faire autrement, et qui s'est aperçu que les prisons sont réellement une manière d'augmenter le mal dans le monde. Ça semble évident si tu te poses tranquillement, que tu observes les faits tout simplement. Tu vois que c'est une évidence. Les prisons augmentent le mal. Elles ne réduisent pas le mal. Il n'y a pas une éducation dans la sagesse dans les prisons. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt une cohabitation et, et de toute façon, c'est l'enfermement. Dès que tu enfermes un être,
tu le conduis vers la fermentation. Voilà, tu le conduis vers l'explosion, tu le conduis vers la haine, tu le conduis vers ce côté euh, d'être écrasé. C'est voilà, c'est toujours cette idée d'une contrainte, de quelque chose qui t'écrase, qui t'appuie dessus et qui va te forcer. Mais ce n'est pas la voie de l'éveil. La voie de l'éveil, c'est l'inverse. La voie de l'éveil, c'est la voie des fleurs, c'est la voie de l'expansion, c'est la voie de la guérison, c'est la voie d'éclore, c'est la voie de s'élever. Regarde la graine. Ces choses ont été transmises par Olivier. C'est que tu as la graine qui est quelque chose d'enfermé, qui va briser sa propre enveloppe et qui, en s'appuyant sur la force de la terre, ce sont des hiéroglyphes, c'est vraiment un enseignement profond. En s'appuyant sur la force de la terre, en puisant dans la terre, elle s'élève avec sa tige, et elle se tourne vers le soleil, et elle devient quelque chose d'incroyable, et elle va manifester des couleurs, elle va manifester une subtilité, une délicatesse, et elle va faire apparaître le parfum qui ensuite part partout, qui part dans le monde, et qui enchante. Voilà, les fleurs sont un enchantement du monde. Donc, ce que moi je crois, et il y a un enseignement des archanges, un enseignement essénien transmis par les archanges qui va tout à fait dans ce sens-là. C'est que en réalité, si tu as un être enfermé, à l'intérieur de lui tout est enfermé, c'est déjà un être qui n'a plus de contact avec les mondes supérieurs, et que tu augmentes cet enfermement, tu aggraves la situation, et tu vas aller vers le fait qu'il va se renforcer dans l'enfermement et il va communiquer cela, il va aller féconder le monde, il va traumatiser des êtres tout autour de lui, il va prononcer des paroles qui sont des traumatismes, qui sont un enfermement, il va diffuser cela dans le monde. Mais si tu veux inverser la tendance, tu dois entrer dans une vision animiste. Il faudrait des prisons qui soient dans une vision animiste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une vision animiste, ça veut dire qu'en réalité, tu ne vas pas vraiment t'intéresser au corps. Tu ne fais pas une prison pour le corps. Tu vas faire une prison pour les esprits. Tu t'intéresses aux esprits. Tu te dis, voilà, les esprits qui sont à l'intérieur de cet être sont les esprits de l'enfermement, sont les esprits de la haine, sont les esprits de la colère, sont les esprits de la jalousie, sont des esprits fermentés, des esprits de compression, des esprits de dégoût, des esprits comment dire, des esprits de mécontentement. On est mécontent de tout et on veut se venger. Voilà. C'est toujours la faute des autres, etc. Donc, le monde politique est rempli de ces êtres. Voilà, c'est pour ça que je parle de cela. Il faudrait les enfermer et je vais dire comment il faut les enfermer. Bien sûr, ce n'est pas accessible aujourd'hui, mais ça peut être dit et ça peut être une direction. Peut-être que si c'est dit et que des êtres comprennent la valeur profonde de ces paroles, la valeur profonde de cet enseignement, peut-être que dans quelques années, dans quelques générations, bien sûr, ça prend du temps, mais peut-être que ça pourra apparaître dans le monde et que ça pourra être une guérison. Donc, il y a cette vision que si tu veux enfermer un esprit de haine, tu dois l'enfermer dans un environnement où il n'y a pas de haine. C'est-à-dire que tu dois l'amener dans le non manifesté. Ça, c'est vraiment une vision de la sagesse. Si tu veux qu'un esprit soit enfermé, mais réellement, tu dois l'amener dans le non manifesté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un être qui est vraiment pris par la haine, qui est vraiment pris par la manipulation et le mensonge, tu vas le mettre dans un environnement vrai, dans un environnement de droiture, dans un environnement de beauté. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il faudrait, ça pourrait exister, ça pourrait être fait si des communautés se forment, si ces choses intéressent les hommes. Si ça ne les intéresse pas, tant pis. Ils peuvent continuer tel que c'est actuellement et on voit bien où ça mène. Mais si ça intéresse les hommes, ils pourraient s'organiser collectivement et ils pourraient construire des lieux qui seraient des jardins de fleurs et qui seraient des jardins de fleurs et qui seraient des endroits où certains mondes ne peuvent pas réellement exister. C'est-à-dire que la haine ne trouverait pas d'appui, la manipulation ne trouverait pas d'appui. Et on dirait par exemple, tel être qui a fait telle chose, il est condamné à cultiver des fleurs. Voilà. Mais c'est très sérieux parce que c'est une vision des esprits. C'est une vision plus grande.
C'est une vision dans laquelle l'être ne va plus pouvoir euh, propager son monde. Il va se retrouver avec quelque chose qui est déphasé par rapport à ce qui vit en lui, et ce déphasage va amener progressivement euh, une reconversion, on pourrait dire, un réétalonnage, c'est-à-dire que l'être va cultiver des fleurs, et ça peut être, voilà, après on pourrait regarder comment mettre réellement ces choses-là en place, etc. Et ce sont des condamnations qui sont des voies d'éveil, c'est-à-dire que tu ne condamnes pas la personne, tu condamnes l'esprit, tu dis tel esprit n'a pas le droit de se manifester. Nous ne voulons pas que la manipulation se manifeste. Donc nous prenons l'être qui porte cela. Ce n'est pas une condamnation de l'être. C'est ça qui est très beau. C'est ça qui est très grand. C'est que tu dis ce n'est pas toi qui es condamné. C'est juste que nous voulons permettre que les esprits malsains qui vivent en toi puissent cesser de se manifester. Et donc nous te plaçons dans un environnement où ils ne pourront pas se manifester. Et en réalité, tu vas être protégé. Donc c'est comme de dire, mais en fait, tu es condamné à être heureux, tu es condamné à être dans la beauté, tu es condamné à vivre dans le calme, tu es condamné à être quelqu'un de simple, à travailler avec des valeurs universelles, à travailler avec quelque chose de doux, quelque chose de beau. Voilà. Et donc, en fait, ce n'est pas une condamnation, c'est-à-dire que euh, ce qui apparaîtrait évidemment, pour la haine, c'est une condamnation, ce serait comme quelque chose de profondément révoltant, mais ce serait la même proposition, tu proposes en fait la même chose à celui qui veut s'éveiller, qui veut aller vers Dieu, et à celui qui voulait amener le chaos dans le monde et qui était débordé par ces choses. Tu leur proposes le même chemin, la même voie. Voilà, vivre dans un jardin de fleurs, vivre dans un monde de beauté, vivre dans un monde de simplicité. Et bien sûr, cela stopperait, mais réellement, cela stopperait réellement des esprits. Il faut comprendre que si tu veux stopper un esprit, euh, tu dois l'amener à être dans le non manifesté. Tant que cela n'est pas compris, les esprits vont continuer à se multiplier et bien sûr, surtout les esprits de la guerre. Tous les esprits liés à la guerre, chaque fois que tu massacres une personne, tu as peut-être 10 personnes, 100 personnes. Aujourd'hui, avec les médias, c'est totalement exponentiel. Et en plus, avec la manipulation, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y avait soi-disant un massacre, on augmente complètement ce massacre, on choque des milliers, voire des millions de personnes avec quelque chose qui n'a même pas existé, on les pousse à appeler en eux, à appeler en elles le, le désir de vengeance, le désir de représailles, le désir d'écraser, le désir d'amener le mal. Et bien sûr, cela n'est pas du tout une guérison, cela est une augmentation de manière exponentielle des esprits malsains, des esprits, des contre-vertus du mal. Donc, il y a cette autre vision d'enfermer les êtres dans des jardins de fleurs et de les condamner à cultiver des fleurs, à cultiver des légumes. Et vraiment, il faut savoir qu'il y a un côté, là, pour le coup, très méchant. Parce que si tu enfermes la haine dans une prison avec plein d'êtres emplis de haine, mais tu vas la nourrir. Donc ce n'est pas un enfermement, c'est tu la mets dans son environnement pour qu'elle continue à se développer. Ça n'a aucun sens, c'est complètement absurde. Mais si tu l'enfermes dans un environnement de beauté, de simplicité, de tranquillité, de calme, de détente, euh, là réellement elle est enfermée, elle va entrer dans le manifesté, dans le non manifesté, pardon, et réellement tu as apporté une solution et tu as apporté une guérison dans le monde. Voilà à mon avis le chemin de la sagesse, voilà à mon avis le chemin de la libération, voilà à mon avis le chemin que l'humanité devra prendre tôt ou tard. Voilà, ça se fera tôt ou tard. C'est de toute façon le chemin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt. Il y a encore des choses à dire sur ce sujet. Comment est-ce qu'on peut obtenir que les groupes humains soient gouvernés par la vérité et non par le mensonge.
Voilà, nous avons encore beaucoup de travail sur ce sujet pour que ça puisse devenir réel et que ce ne soit pas juste une belle idée parmi tant d'autres, mais qui ne s'incarne jamais. À très bientôt. Merci à tous.